Et bienvenue dans votre nouvelle émission, Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Donc voilà, dans les premiers numéros, nous avions déjà abordé des sujets polémiques. La première sur le développement des technologies spatiales pour le continent africain. Et dans la deuxième, le développement du nucléaire civil, donc pour l'Afrique. Donc cette fois, on s'attaque aussi à un sujet hautement sensible et polémique, qui est la question de la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Alors, est-ce que les nouvelles routes de la soie, comme le disent les médias occidentaux, est le nouveau cheval de Troie pour l'impérialisme chinois et le nouveau colonialisme en Afrique? On va essayer de répondre à ces questions par des faits, voilà, comme toujours, en toute simplicité, par regarder la réalité des choses. Mais avant de commencer, cette fois ce ne sera pas une citation, ce sera une petite anecdote qui est assez comique, qui est cette anecdote d'un secrétaire d'État américain, donc qui va en déplacement en Afrique, et donc qui arrive en avion, bien sûr, et il arrive dans un aéroport tout neuf, voilà, qui a été construit par la Chine. Voilà. Ensuite, il décide de prendre la voiture, de prendre l'autoroute pour relier la capitale. Et évidemment, cette route a été entièrement rénovée également par la Chine dans le cadre de la coopération avec ce pays. Ce secrétaire d'État américain arrive ensuite au Parlement pour faire un discours à la nation avec ses homologues du pays. Et évidemment, le Parlement a entièrement été construit. Il est tout neuf, flambant neuf, tout moderne. Et ce Parlement a également été construit en coopération avec la Chine. Et ce secrétaire d'État d'arriver à la tribune et de dire comme première phrase « Méfiez-vous de la Chine ». Donc on voit bien ici le paradoxe de la langue de bois occidentale par rapport à une réalité que lui-même n'avait même pas vue dans son déplacement. Mais voilà, c'était pour commencer par une petite anecdote, parce que ça fait beaucoup rigoler les gens qui la connaissent. Et on va regarder de plus près, donc qu'est-ce que c'est Nouvelle Route de la Soie? D'abord, c'est un projet qui a été lancé en 2013 par Xi Jinping officiellement, et qui s'appelle désormais maintenant plus les Nouvelles Routes de la Soie, mais l'initiative Une ceinture, une route. Voilà. Mais la coopération entre la Chine et l'Afrique n'a pas commencé avec les Nouvelles Routes de la Soie ou l'initiative Une ceinture, une route. Donc elle a commencé bien avant avec la mise en place en l'an 2000 de ce qu'on appelle les forums de coopération sino-africaine, donc les fameux FOCAC qui ont lieu tous les 3 ans en Chine ou en Afrique. Et on va commencer par citer une source qui est surprenante, puisqu'on ne peut pas la taxer d'être pro-chinoise, et pour le moins, c'est la fameuse étude de 2017 qui a été publiée par le cabinet McKinsey. Donc le fameux cabinet McKinsey, les grands amis de notre président français, et qui ont publié un rapport en 2017 qui s'appelle La danse des lions et des dragons. Et donc, cette étude de McKinsey est très importante parce qu'elle reste une référence occidentale qui montre la bonne volonté et les résultats réels de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et elle a étudié, donc c'était un rapport entre 2016 et 2017, l'activité de plus de 1000 entreprises chinoises donc sur le continent africain, dans 8 pays, hein, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie, donc ce qui représente quand même le PIB brut des 2 tiers de l'Afrique subsaharienne et 50% des investissements directs à l'étranger de la Chine. Donc c'est vraiment significatif. Et donc on apprend justement dans ce rapport, hein, que justement les liens entre la Chine et l'Afrique se sont énormément développés depuis le premier sommet du FOCAC en l'an 2000, et puis par la suite, évidemment, dans le cadre des nouvelles routes de la soie lancées en 2013 par le président Xi Jinping. Donc, à quoi s'ajoute évidemment l'augmentation de l'application de la Chine au niveau international. Vous savez qu'elle a créé 3 nouvelles institutions financières, donc la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'AIIB, 100 milliards de dollars, la nouvelle banque de développement, qui est appelée aussi la Banque des BRICS, qui contient d'ailleurs un pays d'Afrique, puisqu'il y a l'Afrique du Sud, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et enfin le fonds également de 100 milliards, et enfin le fonds pour les nouvelles routes de la soie, estimé à 40 milliards de dollars. Et donc, dans ce rapport de McKinsey, ils sont obligés de reconnaître que, je le cite, pour le coup, depuis le tournant du XXe siècle, donc depuis l'an 2000, la Chine a été propulsée de relativement petits investisseurs sur le continent
à partenaire économique le plus important d'Afrique. Premier partenaire commercial, premier en termes de financement des infrastructures, premier en termes de croissance des investissements directs à l'étranger, troisième donateur. Ainsi, les échanges commerciaux augmentent de 20% chaque année entre la Chine et l'Afrique. Et on estime à 440 milliards de dollars d'échanges commerciaux donc, qui atteindront entre la Chine et l'Afrique en 2025. Et donc, évidemment, avec une emphase, une insistance sur les projets de développement de l'économie réelle, à savoir les infrastructures. Donc, la Chine est donc le plus important financier bilatéral pour les infrastructures en Afrique. Et si on prend le chiffre de 2015, l'investissement de la Chine pour les infrastructures en Afrique s'est élevé à 21 milliards de dollars. Donc c'est plus, je cite, selon le rapport McKinsey, toujours que le total cumulé du consortium pour les infrastructures en Afrique, que tout le monde connaît, donc la Banque africaine de développement, la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, les sociétés financières internationales, la Banque mondiale, et les pays du groupe du G8. Donc plus la Chine investit plus dans les infrastructures que toutes ces structures réunies, Banque mondiale, Union européenne, etc. etc. Donc on voit bien que là déjà il y a un réel impact et une vraie collaboration dans ce domaine des infrastructures. On y viendra en prenant quelques exemples, puisque les entreprises chinoises ont investi dans la plus grande usine, donner déjà quelques exemples, la plus grande usine d'acier en Afrique de l'Ouest, la plus grande usine de tuiles en céramique d'Afrique de l'Est, dans la télécommunication avec Huawei. Ils ont construit le projet de développement de gaz en Tanzanie pour 1,2 milliard de dollars. Les exemples les plus connus, le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba de 750 km en 2016, 3,4 milliards de dollars. Et le chemin de fer donc entre Nairobi et Mombasa en 2017 pour 3,8 milliards de dollars. Mais là où c'est intéressant, et c'est ce qu'oblige de reconnaître ce rapport américain, c'est que 89% des employés sont africains. Parce que souvent on dit les Chinois, une des attaques, c'est que les Chinois viennent avec leurs ouvriers qui sont mal payés. Mais faux, c'est faux. 89% des employés sont africains. Ça fait 300 000 emplois sur les entreprises. Les 1000 entreprises étudiées, c'est 300 000 emplois. Et on estime qu'il y a plus de 10 000 entreprises chinoises en Afrique, ce qui permettrait d'estimer environ 3 millions d'emplois créés justement dans le cadre de ces projets de coopération entre les deux pays. Donc, près de 2/3 des employés chinois offrent une formation professionnelle au personnel local. Et à chaque fois, cela introduit des nouvelles technologies, des nouveaux métiers, des nouvelles qualifications sur le territoire. Donc la Chine aujourd'hui représente 20%, même plus, des exportations de 16 pays africains. Et évidemment, tout ça se fait ressentir dans tous les secteurs d'activité. Et le China bashing, comme on dit ici, n'opère pas du tout sur le continent, puisque parmi les 100 hauts responsables d'entreprises et de gouvernements, presque tous ont déclaré, selon le rapport, que les opportunités de la relation entre l'Afrique et la Chine étaient plus grandes que présentées par celles de tous les autres partenaires étrangers, y compris le Brésil, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc voilà qui est dit. Et au niveau d'un sondage d'opinion publique, évidemment, les Africains plébiscitent justement, quand ils sont autour de ces projets de développement infrastructurel, évidemment plébiscitent à grande échelle l'apport de cette coopération. Donc voilà, donc c'est très intéressant de voir que même McKinsey, qui étudie ce cas-là, est obligé de reconnaître évidemment la réalité du terrain. Donc allons un petit peu plus loin dans les précisions. FOCAC, donc Forum de coopération sino-africaine, donc il y en a eu depuis l'an 2000, comme je le disais, tous les 3 ans. On va se concentrer sur les derniers qui ont lieu. Donc celui de 2018, donc qui a eu lieu à Pékin, le 3 et 4 septembre, qui a quand même accueilli 53 dirigeants africains. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment tous les dirigeants du continent africain qui étaient présents à Pékin. Donc ce qui montre l'importance au niveau étatique et la reconnaissance en fait de la coopération que ces deux pays, l'Afrique et la Chine, entreprennent. Donc qu'est-ce qui a été discuté à l'époque? Ce qui avait déjà été fait, parce que beaucoup de choses ont été faites.
On va en citer quelques-unes. Des écoles secondaires au Lesotho, l'Université des sciences et de technologie au Malawi, la construction de centres culturels et sportifs à El Menzé en Tunisie, par exemple. Et il y en a eu d'autres dans d'autres pays. La création de plus de 50 instituts Confucius, justement pour partager le dialogue des civilisations, apprendre à connaître la civilisation africaine et présenter la civilisation chinoise. 25 000 médecins chinois ont été envoyés en Afrique pour aider en particulier contre Ebola, et aussi l'opération qui s'appelle l'opération Lumière, donc qui est ces médecins qui vont former d'autres médecins africains pour des opérations chirurgicales comme celle de la cataracte, et donc qui a permis à plus de 7000 personnes de retrouver la vue dans le cadre de ce projet qu'on appelle Opération Lumière. Formation de 162 000 techniciens et professionnels en Afrique dans tous les secteurs confondus, de l'agriculture, de l'industrie, etc. Et formation de 43 000 étudiants africains venus étudier en Chine, justement. Et donc plus de la moitié avaient une bourse, donc qui était financée par les universités chinoises pour venir faire des études en Chine et ensuite aller travailler, retourner en Afrique, puisque le but de ces bourses n'est pas que les Africains restent en Chine pour travailler, mais bel et bien pour qu'ils puissent après aller intégrer des projets sur le continent. Donc voilà, c'est quand même là des chiffres très concrets, des projets très concrets qui ont été réalisés. Et donc l'ancien ambassadeur de Chine au Zimbabwe et en Afrique du Sud de l'époque, ça c'était en 2018, qui s'appelle Liu Jin, avait dit: notre politique envers l'Afrique n'a jamais changé, la Chine considère l'Afrique comme un continent plein d'opportunités, non pas comme un objet de charité. Donc voilà une petite pique pour la politique dite d'aide au développement, sur laquelle d'ailleurs on pourrait consacrer une émission entière, tellement cette aide au développement n'a jamais fonctionné. Et tous les pays de la zone francophone, par exemple, qui sont injectés d'aide au développement depuis 30 ou 40 ans, sont parmi les plus pauvres de la planète. Donc on voit bien que c'est une belle arnaque. Donc lors de ces sommets sino-africains, évidemment, il est développé plusieurs piliers. Le bonheur pour tous, le bien-être des populations, donc sortir de l'extrême pauvreté, la sécurité, évidemment une nouvelle architecture de sécurité globale, et l'harmonie entre l'homme et la nature, qui est très présent dans la philosophie et la culture chinoise, hein, en fait, hein, qui n'est pas une vision écologiste moderne occidentale. Donc justement pour lutter par exemple contre l'avancée des déserts, puisque la Chine a été confrontée à ce problème, elle a fait une grande muraille verte dans son pays, et elle propose d'aider à construire la grande muraille verte, justement, qui va de Dakar à Djibouti, pour lutter contre la désertification, d'ailleurs qui sera le sujet de la prochaine émission, qui sera consacrée au projet Transaqua. Donc, évidemment, beaucoup d'initiatives ont été prises lors de ces forums, donc une initiative bien sûr industrielle et agricole, qui sont vraiment les deux piliers de cette coopération, avec l'objectif d'autosuffisance alimentaire du continent d'ici à 2030. Et à cette fin a été mis en place une foire économique Chine-Afrique, donc avec plus de 50 projets agricoles qui ont été pilotés, pour permettre évidemment de l'aide alimentaire d'urgence dans certains cas et dans certaines crises ponctuelles, mais surtout un partenariat à long terme de formation et d'investissement donc dans ce domaine de l'agriculture. Et évidemment, le plus important, selon moi, qui est l'interconnexion, ce qu'on appelle l'interconnexion des infrastructures africaines, et donc en accord avec l'Union africaine et son projet, donc de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Donc, en conclusion de ce FOCAC de 2018, la Chine avait annoncé investir 60 milliards, donc 60 milliards de dollars, 52 millions d'euros, donc pour atteindre ces objectifs, ce qui est très important, sous forme de prêts sans conditionnalité, c'est très important, puisqu'il faut bien voir que les conditionnalités imposées par le FMI, c'est ce qui a ruiné évidemment l'Afrique. Donc là, c'est bien des prêts sans conditionnalité, sans ingérence et sans volonté d'imposer quoi que ce soit. Mais voilà, le plus intéressant, c'est les infrastructures, comme je le disais. Donc c'est le grand plan pour un réseau africain intégré de chemin de fer à grande vitesse, le fameux AIHSRN en anglais, donc pour le transport des passagers et du fret. Donc c'est vraiment de relier toutes les capitales, du Caire au Cap, de Djibouti à Dakar,
voilà, de Alger jusqu'à Dar es Salaam. Vraiment l'idée de connecter tout le continent par des infrastructures, comme la Chine l'a fait d'ailleurs elle-même chez elle. Elle a construit plus de 25 000 km de chemin de fer à grande vitesse ces 15 dernières années. Donc c'est tout à fait possible. Et donc ce projet est en cours. Certains trains sont déjà, en effet, il y en a au Nigeria, en Éthiopie, au Kenya et d'autres qui sont, qui sont en cours. Et a été lancé donc le 5 octobre 2016, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement chinois qui ont signé à Addis Abeba en Éthiopie donc le plan d'action pour réaliser justement ce chemin de fer intégré continental à grande vitesse dans le cadre de l'agenda 2063 donc que l'on connaît avec tous ces projets d'infrastructure. Donc voilà qui est quand même très intéressant. Et évidemment, n'en déplaise à ceux qui crient à la diplomatie de la dette, et à cela, nous répondrons évidemment par une citation de l'Évangile, voilà, qui est Matthieu, Évangile 7, 3, 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de celle de ton frère, de l'œil de ton frère. Donc ça c'est l'évangile selon saint Matthieu. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on crie à la diplomatie de la dette, c'est-à-dire l'endettement de l'Afrique par la Chine, alors que tout le monde sait depuis très longtemps que évidemment ce n'est pas du tout la Chine qui endette l'Afrique. Et l'Afrique est endettée, justement, a été endettée depuis des décennies, justement à cause de la politique du FMI et de la Banque mondiale. Donc, historiquement, d'ailleurs, ce terme de diplomatie de la dette n'est pas un terme qui vient d'Afrique, c'est une expression qui a été inventée, je vous le donne en mille, aux États-Unis, dans un rapport commandé par le département d'État en 2018, au moment où les routes de la soie commençaient à prendre de l'ampleur, écrit par Sam Parker, donc du Centre Robert et René Belfer pour la science et les affaires internationales de la Harvard Kennedy School. Donc ce rapport a été utilisé par le département américain pour sonner l'alarme dans le monde au sujet de l'impact des nouvelles routes de la soie et l'endettement de l'Afrique. Évidemment, le département d'État américain qui est le même, qui voit des armes de destruction massive dans tous les pays qui ne veulent plus collaborer avec les États-Unis et s'orienter vers d'autres partenaires. Donc voilà, cette thèse de la diplomatie de la dette, j'ai écrit sur mon site www.afriquedufutur.com plusieurs articles là-dessus que vous pourrez retrouver. Mais on va donner tout simplement la parole à quelqu'un qui en a parlé lors de ce FOCAC 2018, qui est le docteur Akinwumi Adesina, donc qui était à l'époque le président de la Banque africaine de développement, qui a, lors du FOCAC de 2018, a conclu en disant « Soyons très clairs, l'Afrique n'a absolument aucune crise de la dette. Les pays cherchent désespérément des infrastructures. La population augmente, l'urbanisation est là, et la marge budgétaire est très réduite. » Avant d'ajouter « Ils s'endettent beaucoup, mais de la bonne manière. » Et évidemment, si on regarde le rapport de la dette des pays africains par rapport au PIB, les chiffres officiels, c'est passé de 22%, la dette par rapport au PIB, 22% en 2010 à 37% l'an dernier, c'est-à-dire 2017 pour les derniers chiffres. Donc il a quand même souligné que 37% de dette par rapport à son PIB, c'est rien du tout, surtout quand on sait que les pays occidentaux qui donnent le plus de leçons ont parfois plus de 100% de rapport entre leur dette et le PIB, et je ne citerai bien sûr évidemment pas la France qui l'a largement dépassé. Donc voilà, ceux qui crient au loup évidemment sont ceux qui ont ouvert la porte du poulailler. Donc voilà qui est dit clairement dans cette relation. Alors évidemment ça ne suffit pas, on crie au loup. Mais comme ça ne suffit pas, puisque comme je le dis, la coopération Chine-Afrique fonctionne à plein régime et fonctionne très bien, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Et évidemment, il y a d'autres réactions qui sont sorties. Donc le sommet de Dakar, il y a eu le FOCAC de Dakar, vous le savez, en septembre 2021. Donc là, c'était le sommet de coopération Chine-Afrique sur le continent africain. Et dont le thème était la Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère, un partenariat d'égal à égal.
Et donc, en 2021, ils ont annoncé que, ils ont refait un bilan, si vous voulez, de ce qui s'est passé entre les deux pays, que la Chine a aidé les pays africains à construire plus de 13 000 km de routes et de voies ferrées, et plus de 80 centrales électriques. Elle a financé 130 installations médicales, 45 sites sportifs et 170 écoles. L'augmentation des importations chinoises, des services en provenance d'Afrique s'est faite à un taux moyen de 20% par an. Les importations chinoises de produits agricoles en provenance d'Afrique ont également augmenté, etc., etc., etc. Donc on voit bien, si vous voulez, que ce partenariat est, comme on dit, gagnant-gagnant. Et ça, tout le monde le reconnaît. Je vais vous citer justement lors de ce FOCAC 2021 à Dakar, Moussa Faki Mahamat, donc, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, qui a dit que les projets intégratifs et transfrontaliers, les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports, l'énergie, les télécommunications devraient bénéficier d'une plus grande attention dans le cadre de ce partenariat entre la Chine et l'Afrique. Il y a beaucoup d'espoir dans l'initiative Une ceinture, une route, et la Commission africaine, évidemment, pleinement engagée dans cette dynamique de coopération gagnant-gagnant. Donc voilà, donc ce à quoi l'Europe répond, hein, évidemment, hasard ou géopolitique, comme dirait l'autre, par le projet Global Gateway, donc le fameux projet, comme l'a rapporté d'ailleurs le site Politico, une stratégie pour surpasser la Chine dans les projets d'infrastructures mondiaux, évidemment sur le continent africain, et qui, soi-disant, doit mobiliser 300 milliards d'euros de fonds publics privés d'ici 2027, donc pour financer des projets européens à l'étranger. Alors, c'est pas la première fois, le projet d'Obama, après il y a eu le projet de Borloo pour électrifier l'Afrique, à chaque fois les projets de la COP, les sommets sur le climat, on promettait 100 milliards, puis 150, et puis on promet toujours des sommes astronomiques, mais on voit bien que rien n'est fait dans la réalité, et même les journaux français luttent contre l'influence chinoise. Global Gateway, l'Europe donne dans la mauvaise contrefaçon des nouvelles routes de la soie chinoise. Donc ça, c'est un article de Atlantico, donc le 7 décembre 2021, quand cette annonce a été faite. Donc voilà, l'ambassadeur allemand auprès de l'Union européenne l'a dit clairement, pour de nombreux pays partenaires, l'offre de coopération fondée sur des règles sera une alternative attrayante à l'initiative chinoise, une ceinture, une route. Donc l'espoir fait vivre. Mais bon, personne n'y croit. Même, je vais vous dire, j'ai une autre citation ici de l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, hein, qui quand même pas n'importe qui sait très bien les erreurs de la Banque mondiale. Lui, il a carrément dit, après 70 ans d'aide et de coopération au développement, comment est-il possible que de nombreux pays restent coincés dans des pièges à revenus faibles ou moyens inférieurs, en gros dans l'extrême pauvreté, hein, sans avoir la capacité suffisante de répondre aux besoins fondamentaux de leurs concitoyens. Les défaillances du marché et des pouvoirs publics, qui trouvent notamment leur origine dans la longue orthodoxie néolibérale, sont à blâmer. Donc voilà, même l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, évidemment, critique cette politique. Donc on voit bien que de toute façon, l'Europe est dépassée par la situation. Je conseille rapidement un rapport qui a été publié en français, un rapport de 600 pages. Hein, donc c'est pour vous dire à quel point ils sont inquiets. Donc les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, donc rédigé par Paul Charon et Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, et publié par l'INSERM, donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, donc que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Et évidemment, c'est 600 pages pour détruire la coopération de la Chine en Afrique. Voilà, pour terminer, pour montrer un petit peu d'autres exemples, je vais vous citer en vrac, on va dire, d'autres exemples de développement qui ont eu lieu dans cette coopération, et on verra si c'est du colonialisme ou pas. Donc, premier exemple, le parc industriel sino-ougandais, donc à Mbale, sur la communauté d'Afrique de l'Ouest, 200 millions d'habitants, qui intègre la transformation, la fabrication, l'importation et l'exportation de services, de biens manufacturés, donc qui a été mis en place. La zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine, qui est une première dans le genre, menée sur les activités d'extraction et de développement de cuivre dans la mine de cuivre de Chambichi, pour permettre justement le développement du cuivre sur la zone.
la zone économique du canal de Suez, la zone industrielle orientale en Éthiopie, qui se concentre plus sur les textiles et toute la production de vêtements et de chaussures, qui emploie d'ailleurs des milliers et des milliers d'Éthiopiens. La zone coopération économique et commerciale de Jinfe à Maurice, sur les ressources marines et touristiques. Évidemment, je ne reviens pas sur les projets d'infrastructure les plus emblématiques, Addis Abeba, Djibouti et Nairobi, Mombasa. Il y a également le pont Maputo Katambe au Mozambique, qui est le plus grand pont suspendu d'Afrique, qui a également été réalisé par les Chinois et qui a permis d'augmenter énormément les capacités de transport et de coopération, même dans la région. 30 000 km de route, 2 000 km de voies ferrées, 85 millions de tonnes par an de capacité de débit portuaire en plus, 9 millions de tonnes par jour de capacité de traitement des eaux, et 20 000 MW de capacité de production électrique, et 30 000 km de lignes de transmission et de transformation pour l'électricité. Donc, formation de 200 000 professionnels et techniciens africains dans les différents domaines, etc. Accès à la télévision par satellite pour plus de 10 000 villages de 25 pays africains, dont la République du Congo et le Nigeria, qui sont les exemples les plus développés. Donc voilà, ça c'est encore une fois quelques exemples. Et pour finir, je prendrai un dernier exemple, qui est celui de l'Afrique du Sud, parce que vous savez que l'Afrique du Sud, donc c'est la première destination en fait des investissements directs à l'étranger de la Chine sur le continent. C'est 6,5 milliards de dollars d'investissement. Ça fait 13% des investissements chinois sur le continent. Donc deux exemples, la ville du Cap a par exemple vu arriver un investissement par le groupe Hisense de 30 millions de dollars pour la construction d'un parc industriel d'appareils électroménagers qui a permis aussi d'atteindre une production de 400 000 réfrigérateurs et téléviseurs par an. Voilà. Ça, c'est pour la production locale qui emploie des locaux. Huawei a mis en place le premier réseau privé mobile 5G sur le continent africain. Mais le plus intéressant, c'est un projet que j'ai découvert dernièrement, c'est la production d'automobiles. Donc le groupe BAIC, qui est un groupe automobile chinois, avait lancé en 2015 avec la Société de développement industriel d'Afrique du Sud, l'IDC, un projet d'investissement de 800 millions de dollars en deux phases pour une usine d'assemblage automobile. Donc c'est dans la zone de développement de Koega, près du port Elisabeth. Et donc c'est la première usine automobile entièrement développée comme ça à l'étranger depuis plus de 40 ans. Et donc après la première phase de construction, la production annuelle de l'usine a atteint 50 000 véhicules avec une perspective de 100 000 véhicules dans la seconde phase de production d'automobiles sur place. Voilà, donc des véhicules 100% made in Africa, mais avec un objectif dans la deuxième phase qui est encore plus important, qui est de créer les conditions pour que 60% des composants soient fournis localement, c'est-à-dire de développer tout un réseau de PME, PMI local qui va fabriquer les pièces nécessaires à la construction d'automobiles pour vraiment démultiplier l'impact de cette entreprise, cette usine de création d'automobiles. Donc, avec un centre de production industrielle, une chaîne complète combinant la recherche et le développement, l'achat, la production, la vente, les services financiers, donc tout est quelque part localisé pour que 60% de toutes les pièces utiles à fabriquer la voiture soient faites donc sur place par des entreprises sud-africaines. Donc ça c'est très intéressant, puisque c'est quand même 15 000 emplois créés, dont 90% des emplois, comme je l'ai dit, sont des Sud-Africains. Donc voilà, en juillet 2018, les présidents chinois Xi Jinping et sud-africain Cyril Ramaphosa appuyaient tous deux sur le bouton de démarrage de la chaîne de production et faisaient sortir la première voiture assemblée et produite localement, la BAIC X25, créant ainsi un nouveau modèle de coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique. Donc voilà le résultat de cette coopération entre la Chine et l'Afrique. Il y aurait évidemment bien d'autres exemples, mais le temps m'est compté. Donc on va s'arrêter là. Vous trouverez évidemment dans la description des liens pour approfondir le sujet. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Et d'ici à la prochaine émission, je vous dis, amusez-vous bien.